Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous regardez Pour Info, 45 minutes de débat pour mieux comprendre ensemble un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse au secteur de la nuit principalement et aussi à l'événementiel puisque depuis ce week-end, le baromètre Corona est en application. Il est d'ailleurs en application en code rouge pour commencer et il est censé guider dorénavant les décisions politiques. Alors nous avons reçu hier sur ce plateau des représentants du monde de l'Horeca, notamment du monde du spectacle aussi. Et ils nous disaient voilà, être confiants, pas forcément réjouis aujourd'hui, mais confiants de la suite que ça pourra donner. Alors c'est au tour du monde de la nuit et de l'événementiel de nous dire comment ça va. Est-ce qu'on retournera un jour comme avant danser sur les dance floors? Est-ce qu'un jour on retrouvera les joies des salons corporate organisés au cordeau? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec notamment Christophe Samin. Bonjour. Vous êtes expert en gestion des risques et de crise à l'Obsmam et à votre côté, Karl de Montcharline. Bonjour. Vous intervenez aujourd'hui en tant que représentant de la FEBCAF, la nuit plus particulièrement. Lorenzo Serra est en face de vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Brussels by Night Federation et à vos côtés Jérôme Blanchard, bonjour. Bonjour. CEO du groupe Art Blanc. Merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation. Voilà, on va se poser un peu ces questions. Qu'est-ce que ça change le baromètre pour vous? Je commence par vous, Christophe. Je crois que quand même ce truc un petit peu progressif et puis le fait que ça nous évite la grand-messe du Codeco à répétition et puis le suspense qui s'associe au Codeco, c'était pas forcément quelque chose que vous refusiez au départ. Le principe est-il bon selon vous? Ouais, le principe d'un démarrage séquencé est plutôt louable. Comme vous le dites très justement, l'intérêt, je pense, se trouve dans le fait d'éviter, de donner un cadre au Codeco et de donner des perspectives de décision au Codeco et d'éviter de se retrouver devant le Conseil d'État plus qu'à son tour. Maintenant, je reviens sur les objectifs qu'avait fixé notre Premier ministre, qui étaient donner de la perspective au secteur et les aider à se relancer. Et là, force est de constater qu'il y a encore un grand point d'interrogation sur savoir ce qui permet d'avoir une perspective, en tout cas dans le cadre de l'événementiel. On est assez prudent dans le fait de dire est-ce que ça va aider un éventuel promoteur événementiel à décider d'ici avril ou mai d'engager des frais dans un événement, oui ou non. La réponse au jour d'aujourd'hui n'est pas évidente à déceler dans ce qu'on nous donne maintenant. Ça doit encore être complété, tout ça, on en est bien conscient. Mais j'ai envie de dire, au niveau de l'événementiel institutionnel, on est plus que timoré. Surtout, c'est ce que nous discutions avec Jérôme, quand on voit comment ça se passe en dehors des frontières de la Belgique et que la Belgique n'est jamais qu'une petite province de l'Europe, c'est inquiétant pour notre pays. En tout cas, c'est mon avis. Pourquoi encore pagayer à contre-courant alors que le courant voudrait que de plus en plus on ouvre prudemment? Et je pense que personne ici autour de la table ne dit on s'en fout de la santé des gens. Bien au contraire, ça a toujours été. Mais ici, on a un peu l'impression qu'on est à contre-courant, malheureusement. Oui, ça arrive un peu tard et à contre-courant. J'imagine que parmi vous, nombreux sont ceux qui partagent cet avis. Lorenzo, c'est le vôtre. Définitivement, c'est le mien. C'est-à-dire que vous organisez un événement, aujourd'hui, vous avez un baromètre qui vous donne des variables pour ouvrir, mais vous n'avez pas de date. Or, un événement, ça ne se prépare pas en un jour, 5 jours, une semaine. Et la plupart des événements, c'est 3 à 18 mois, j'ai envie de dire, pour les préparer. Donc, besoin d'une perspective à long terme. Et on a déjà vu le nombre de grands événements qui ont annulé. Et ce, maintenant, jusque fin juin, il y a énormément d'événements qui ont annulé ou des tournées de concerts qui sont purement et simplement annulées. Donc, c'est clair qu'on a tout un écosystème qui fonctionne sur la confiance. Et on parle souvent de la confiance des employeurs, des investisseurs. Ici, il y a zéro confiance, on ne sait rien. Si ce n'est qu'à partir de 300 personnes en soins intensifs et 150 personnes en hospitalisation, on va passer en orange. Mais ça ne donne toujours pas de date. Or, à côté de chez nous, comme le disait Christophe, nous sommes une province d'Europe où un passage piéton d'un trottoir à l'autre, la France ouvre le 16, c'est très clair, c'est acté, et donc ça veut très simplement dire que vous faites quelques kilomètres et vous pouvez opérer. Donc ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui vont aller là-bas, ça veut dire qu'il y a de la main d'œuvre qui va aller là-bas, et ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va partir d'ici, et des sorteurs qui vont aller s'amuser, je dis des sorteurs, mais des clients qui vont aller s'amuser, faire la fête, aller à un concert, faire une conférence, c'est le cas. Et donc, on est quand même aussi, en tant que programmateur d'événements,
en concurrence internationale. Et donc, si un pays démarre plus vite que nous, il peut très très vite... une centaine d'opérateurs peuvent mettre des exclus sur des artistes qui ne s'arrêteront pas chez nous. Et voilà. Et donc, nous, voilà, une fois de plus, j'ai envie de dire, alors qu'on travaille depuis des mois, je pense qu'on a fait des visios non-stop. Comme le disait Christophe, on a bien fait savoir qu'on tenait à la santé des gens. Tout se discute tout le temps pendant des jours, des semaines. Ici, c'est le cas, des jours, des semaines. Parfois, c'est la veille. Et donc, c'est assez incompréhensible. Alors qu'en fait, soyons très clairs, on a dit une chose, nous, dès le départ, on veut des perspectives. Il y a une lettre, justement, qui est sortie, une lettre ouverte. Vous avez participé, je crois, à sa co-rédaction. Le secteur de la nuit demande qu'on rouvre à partir du 12 février. Est-ce que là, c'est pour emboîter le pas à la France, qui le fera quelques jours plus tard ? C'est clairement c'est tout le secteur festif dynamique debout donc ça veut dire que c'est aussi les organisateurs de concerts ou les salles de concert comme la Baie, le Botta, le Sport Palais ou le Vooruit. Donc c'est clairement tout le secteur dynamique qui se met ensemble et qui dit voilà, maintenant c'est assez, ce baromètre. Ok, il a le mérite d'exister, il est beaucoup trop restrictif, beaucoup trop prudent à notre goût, et surtout par rapport à ce qu'on nous a dit depuis 2 ans, c'est-à-dire 500 lits en soins intensifs, pas 300, et on nous a rajouté les hospitalisations, ce qui n'était pas dans les discussions, il faut quand même le savoir, qu'on nous a rajouté les critères des hospitalisations, je pense 2 jours avant la sortie du baromètre, c'était vraiment pas dans les visios, sinon on se serait exprimé contre, avec la réalité Omicron. Et donc oui, cette lettre, elle dit ça suffit. Nous, on veut, on prend la main et on vous dit, on veut une date. La France ouvre le 16, le Danemark laisse tout tomber, l'Irlande laisse tout tomber, l'Angleterre laisse tout tomber, l'Espagne laisse tout tomber. Donc, la première ministre danoise a quand même dit, on va retrouver la vie. Le 1er février, on retrouve la vie comme avant. Donc ça résonne. Et nous, on a un baromètre qui avance à une vitesse d'escargot, quoi. C'est terrible. Jérôme, je crois qu'on n'a pas encore reçu la circulaire qui explique bien dans le détail qu'est-ce qu'il faudra faire avec ce fameux code rouge du baromètre. Cela dit, voilà, là, ce qui vient d'être dit, c'est une forme de grande prudence vis-à-vis du nombre de personnes hospitalisées. C'est vrai que je crois que le secteur est un peu craintif de cette limite-là qui correspond aussi à une grosse épidémie de grippe, pourquoi pas. Est-ce que c'est ça qui vous insatisfait dans le baromètre qui vient d'être proposé? Je pense au fait que vous avez aussi eu des business à l'étranger, que peut-être ça vous permet d'avoir ce fameux recul qu'on est en train de mettre en place tous ensemble là. Oui, exactement. En fait, ce que je constate en règle générale à l'étranger, c'est que ils restent prudents, mais ils donnent des perspectives, ils vont de l'avant, ils ont un tourisme qui reprend, ils ont une vie économique qui reprend. Et nous, en fait, on ne sait rien organiser. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le baromètre a le mérite d'exister exactement, mais par contre, il nous dit pas vous pouvez travailler. En fait, on ne sait pas l'organiser. Là, par exemple, on a 120 membres de personnel dans nos 2 discothèques à Bruxelles. Aujourd'hui, ils me téléphonent en me demandant tiens, on va réouvrir. Oui, peut-être. Quand? J'en sais rien. En tout cas, oui, pas dans l'immédiat. Il faut dans attendre. l'immédiat, voilà. Alors, on sent une tendance générale, je pense. L'Europe aujourd'hui est en train d'aller vers un déconfinement. On le voit avec des pays forts, l'Angleterre, la France, le Danemark, les Pays-Bas. Et nous, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on va à contre-courant de tout ça. Et je pense qu'il faut un moment aller dans le sens. Il faut qu'on reste prudent. Et nous, on a montré preuve de prudence parce qu'en fait, on a expliqué qu'on était prêt à rouvrir avec des conditions. On n'était pas prêt à dire on veut réouvrir tout simplement. Non, on a proposé des phases de réouverture en disant voilà, on réouvre en 2G avec un autotest, on réouvre on met des petites choses en place. Mais c'est vrai que aujourd'hui, tous nos appels du pied n'ont jamais été entendus. On fait des appels du pied, on reçoit des accusés de réception, mais par la suite, pas un retour, pas une proposition. Et c'est un peu ça qui nous manque aujourd'hui. C'est qu'on voit certains secteurs qui déconfinent, et je pense que la restauration, où on travaille aussi dedans, on est déjà content de ce qui se passe. On a été content d'une réouverture à 23h. Maintenant, on est encore plus content de se dire on peut rouvrir à minuit. On sait qu'on va pouvoir travailler le 2e service et tout. Mais par contre, dans le secteur de la nuit, on n'a pas l'ombre d'une info ou d'une perspective. Et ça, c'est la difficulté
surtout quand on voit ce qui se passe ailleurs. Là, vous dites tant qu'on reste en code rouge, j'imagine qu'avec le orange, voilà, il y a des choses qui commenceront à s'amenuiser. Karl, de votre point de vue, pour un bar de nuit, par exemple, c'est un peu compliqué la situation actuelle, parce qu'on est censé, si je ne me trompe pas, fermer à 23h, dans un bar que vous connaissez bien, l'Impérial Bruxelles, puisque vous en êtes aussi le gérant, c'est l'heure à laquelle on arrive, en gros, quoi. Exactement. Bon, d'abord, pour revenir sur le baromètre, on a envie de dire tout ça pour ça. On rappelle quand même qu'initialement, c'est une idée de Sophie Wilmès au MR qui date de 2020, au début de l'été, que pour des raisons relativement politiciennes, on se renvoie la balle, on ne veut pas décider, etc. Pour finalement, 1 an et demi après, se dire qu'on le met en place, on le met en place tard, il est mal pensé, il est mal réfléchi. Et je veux dire, et nous, on doit applaudir des deux mains. Ça n'a pas de sens. C'est une grave erreur politique, il faut le souligner. Je pense que c'est important de faire passer le message aux politiques, de dire qu'ils prennent des décisions tard, que ces conséquences sont dramatiques pour nos secteurs, l'ensemble des secteurs, et par définition aussi l'ensemble des intervenants dans notre secteur, c'est-à-dire les distributeurs, les grossistes, etc. Donc les gens qui travaillent au son, au light, il y a une multitude. Donc c'est dramatique. Tout ça a des conséquences aussi au niveau bancaire. On ne le dit pas assez, mais des consignes sont données dans le système bancaire pour ne pas soutenir les activités, entre guillemets, Horeca, qui n'auraient pas eu 6 mois d'ouverture sans embarras. Donc ça, c'est aujourd'hui une consigne qui est donnée officiellement dans le secteur bancaire. Ce n'est pas normal. Sans parler, indépendamment de ça, du problème du moratoire des crédits, où aucun politique n'a pris la mesure des conséquences que ça a pour des entreprises qui sont endettées à l'époque, naturellement, aujourd'hui, de manière artificielle, puisqu'on a gonflé notre dette à cause des mesures gouvernementales, sans pour autant avoir des indemnités dignes de ce nom. Dans le secteur de la nuit, pour revenir à votre question, vous voulez peut-être couper Oui, peut-être sur le moratoire précisément. Donc il y a eu un moratoire sur les faillites. Il a pris fin il y a 1 an précisément. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de faillites. Il y en a eu moins que prévu. Peut-être qu'elle ne saurait tarder, ça c'est autre chose. Mais vous demandez précisément, est-ce qu'on peut préciser ce que ce serait, en quoi ça consisterait, ce fameux moratoire des crédits qui existe en France, je crois. Alors, Jean Castex, quand ils ont fermé les discothèques récemment, ils ont tout de suite adapté le moratoire des crédits, donc ils ont remis ça en place. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pour vous rendre compte, moi par exemple, qui paye des crédits tous les mois, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, le moratoire étant fini pour moi, malgré le fait que j'ai négocié un supplément auprès de ma banque, mon moratoire est terminé, ça veut dire que je suis fermé et mes crédits passent à plein régime. Il faut que vous vous rendiez compte que lors du mois de janvier l'année dernière, j'avais alerté Denis Ducarme sur le sujet, j'avais fait une réunion Zoom avec lui et j'avais moi-même appelé la Fébelfine. Alors déjà, c'est complètement surréaliste que quelqu'un du secteur de la nuit appelle la Fébelfine pour savoir qu'est-ce qu'il en est du moratoire des crédits. Donc déjà, on est dans quelque chose de complètement hallucinant. J'en parle à Denis Ducarme qui me dit « Karl, ce n'est pas possible, c'est pas possible ». Il n'y croit même pas, il n'avait plus la responsabilité, mais il n'y croyait même pas lui-même. Il demande à son assistante de vérifier, il me rappelle, il me dit c'est incroyable. Et donc j'ai dû organiser en tant que, entre guillemets, patron d'établissement ou même représentant de la FEDCAF, j'ai dû organiser des questions parlementaires avec des députés de l'opposition pour poser des questions, avec Denis Ducarme qui est derrière, pour enfin obtenir, au mois de février-mars, 3 mois supplémentaires. 3 malheureux mois supplémentaires. Qu'on comprenne, sinon, selon vous, ça n'aurait pas eu lieu. Vous avez comme organisé une commission. Pas eu lieu. Et aujourd'hui, moi j'étais entre guillemets protégé jusque fin décembre, donc je me dis, je ne vais pas encore revenir à la charge sur le moratoire des crédits, mais rendez-vous compte qu'aucun politique, aucun responsable politique de ce pays, qui sont complètement déconnectés par rapport à nos réalités et qui pensent qu'on sort de l'argent magique de nos poches qui sont vides, ne se rend compte des conséquences de leurs décisions et ne mettent rien en œuvre, mais quand je dis rien, c'est rien en œuvre, pour venir avec des solutions concrètes par rapport à nos secteurs. Ce n'est objectivement pas acceptable et c'est complètement surréaliste, d'autant qu'on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas épaulés par une multitude de conseillers, grassement payés avec finalement notre argent, l'argent du contribuable. Donc je m'en étonne vraiment fortement et je trouve qu'il y a là un amateurisme, je veux dire, peu commun. Christophe, en co-rédigeant une autre lettre ouverte, qui n'est pas celle du secteur de la nuit dont on a parlé, où vous interpellez le gouvernement, est-ce que vous avez ce même sentiment dramatique ? Enfin là, vous avez été entendu 5 sur 5.
que tant qu'on les secoue pas, ils ne bougent pas, pour simplifier l'expression. Oui, mais j'ai envie de dire, malheureusement, ça fait partie du pays. Si on prend d'autres crises avant, si de temps en temps il faut en Belgique, je ne sais pas pourquoi, donner un petit... Ce qui est par contre, à mon sens, beaucoup plus interpellant. J'écoutais Jérôme, Karl, Lorenzo, et on a un peu l'impression qu'on nous manque de respect. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes des entreprises, je veux dire, l'événementiel, c'est 80 000 familles, l'Oreca, c'est 120 000 familles. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière, j'ai envie de dire. On nous prend un petit peu pour, je disais hier, les troubadours qui donnent du plaisir. Parce qu'on sait que vous avez une faculté aussi d'adaptation qui fait que vous êtes un variable d'ajustement. La variable d'ajustement, on l'est depuis trop longtemps. Et quand on vous dit, on réduit votre capacité à pouvoir, à un certain moment, continuer à subsister, jamais on vous dit les 30% que vous allez perdre, voilà comment on va les subsidier. Et ça, objectivement, je rejoins l'avis de Karl de dire, ça suffit. Stop. C'est tellement scandaleux, je me permets de te couper, Christophe, 2 minutes, parce que nous avons pu bénéficier, nous, dans les bars, quand on a eu l'occasion de réouvrir, à l'époque, jusqu'à 22h, et puis magie jusqu'à 23h30, et puis remagie jusqu'à 1h du matin, alors même que d'habitude, nous travaillons la nuit, on a pu bénéficier, malgré tout, de la TVA réduite. Et quand le secteur de la nuit, à proprement parler, donc les discothèques qu'on peut réouvrir, il n'en a pas été question. Mais comment est-ce qu'on peut, je veux dire, donner à l'un ce qu'on refuse à l'autre, alors que les conséquences étaient pour nous très intéressantes, parce que ça permettait, de facto, malgré tout, de rattraper un peu, de respirer un peu. Et il n'en a été rien pour le secteur de la nuit, et il n'en a été rien sur les réouvertures maintenant, malgré le fait qu'on est, entre guillemets, déjà triplement impacté. Non, mais cette espèce de course au bon sens à laquelle on assiste régulièrement sur ce plateau, qui est, je ne veux pas simplifier, mais qui est, ouais, il donne ça à l'un, pourquoi il ne me le donne pas à moi et tout. De quoi c'est le symptôme plus général ? C'est peut-être le symptôme qu'il n'y a pas de cohérence politique et que ça génère ces espèces de petites concurrences entre secteurs pour se faire aider. Parce que après, en tant que journaliste, c'est assez dramatique à voir ce côté. Ils donnent à eux, pas à moi. Et tout. C'est pas à la hauteur du débat. Objectivement, c'est pas ça l'approche. En tout cas, dans notre cas, je pense que Karl non plus. Moi, je suis ravi et que le commerce tourne, que l'industrie tourne, qu'on entend qu'il y a moins de faillites. Je suis le premier ravi de ça. Ce que je demande, c'est certainement de dire maintenant, ça fait 22 mois qu'on joue le jeu. On nous a demandé de préserver la capacité du pays à soigner, on l'a fait. On nous a demandé de préserver l'enseignement, on l'a fait. On demande simplement un traitement égal. C'est-à-dire de dire nous sommes aussi un secteur économique, nous avons aussi des employés, nous avons aussi des familles, nous avons aussi des entreprises. La seule différence, c'est qu'on a beaucoup plus de dettes. Et que ça, j'ai l'impression que personne ne veut l'entendre. De dire oui, mais vous savez, vous continuez à être une variable d'ajustement. Le code rouge, le code orange, le code jaune, il est où le code vert ? Symboliquement, il est où le code vert ? À partir de quand va-t-on pouvoir retrouver ce que la Première ministre danoise a dit, une vie comme avant ? Il n'est même pas dans le baromètre. Oui, c'est quand il n'y aura plus de baromètre. C'est quand il n'y aura plus de baromètre, oui, le code vert. Regardez ce qu'a dit M. Van den Broek. Le lendemain de la publication du baromètre, il est sorti dans la presse en disant peut-être qu'il ne tiendra même pas jusque juin. C'est possible qu'on l'enlève même avant juin. A-t-il dit qu'il n'y en aurait plus ? Non. Parce qu'il se réserve le droit d'adapter la méthodologie si nécessaire. Et ça a un impact énorme sur sur les gens qui veulent faire des événements dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Ben, c'est clair que pourquoi est-ce qu'un séminaire qui devait se dérouler en Belgique va aller à Valence ? Ça, on va en parler après la publicité de l'exportation des talents et des événements. Citation contre citation, Pedro Facón a dit « On n'obtiendra pas le prix Nobel avec ce baromètre Corona ». Et sur ce, on tourne une brève page de pub. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de ce Pour Info. A tout de suite. Deuxième partie de ce Pour Info dédié au secteur de la nuit et au secteur de l'événementiel. Comment ces deux secteurs prennent-ils ce nouveau baromètre Corona qui est censé un peu prendre le relais de la grand-messe du Codeco ? Je me tourne vers vous, Jérôme. On pourrait intituler cette deuxième partie d'émission Exode. 3 petits points. Est-ce que là, vous êtes dans une situation qui fait que vous ne pouvez rien garantir à vos employés et que de fait, ils vont vers d'autres métiers, offrir leur talent peut-être dans d'autres pays, que sais-je ? Bah ouais, déjà,
En fait, on a vécu le premier Covid. On a fermé 3 mois. On a pu retravailler. On pensait tous que c'était terminé. Puis on a revécu le deuxième Covid 7 mois. Quand on a réouvert, on a gardé 98% de notre personnel dans les lieux de nuit. Et là maintenant, on a déjà reçu sur le troisième confinement, je vais l'appeler comme ça, plus de 30% de démissions. Donc en fait, on constate totalement qu'ils perdent confiance parce qu'ils se disent ouais, on va jouer au yo-yo. Et en fait, on le constate pas, mais 22 mois, c'est une carrière pour certains. Quand je dis une carrière, c'est qu'ils ont besoin d'avancer. Il y en a qui sont passés, qui ont eu des enfants entre-temps. Et donc, ils doivent avoir des perspectives, ils doivent s'engager dans la vie, ils doivent prendre des crédits, ils doivent acheter une maison, ils doivent en assumer certains crédits. Et donc, nous, on ne sait plus leur garantir. Donc clairement, ils vont où? Ils vont dans les pays qui leur permettent ou dans des secteurs qui leur permettent. En Belgique, on a des secteurs qui cartonnent et donc ils changent complètement de vision. Juste un exemple concret, lequel ce serait par exemple? Si je travaille dans l'événementiel ou dans les boîtes de nuit et que je cherche un secteur qui va tout de suite avoir besoin de mes talents, vers où ils vont? Tout ce qui est de la technologie aujourd'hui, les applications, ce genre de programmes, ils cherchent énormément de gens. Et puis nous, on a principalement des chefs de projet chez nous, donc c'est des gens qui savent monter des événements en tout genre. Et donc en fait, c'est des couteaux suisses. Et ils sont très compétents dans plein de domaines différents. Et donc automatiquement, ils trouvent vite chaussures à leurs pieds. Et ça, c'est notre défaut. Aujourd'hui, c'est que quand on va réouvrir, on sera à la traîne par rapport aux voisins. Et puis, on a tout le fait de savoir que toute l'exploitation de nos talents vraiment s'en vont, ça c'est sûr. Et pas qu'au niveau du personnel, je parle aussi des personnalités qui se disent moi je peux aller faire des concerts et je vais booker 8 mois de concerts à l'étranger parce qu'on est parti. On va pas me dire qu'Angèle va attendre sur le bord de la route que la Belgique va déconfiner. On va lui proposer de faire des concerts en France, elle va partir en France. On a l'exemple de Bonbon hier qui arrête sa carrière entre guillemets de chef. Dit poliment, je veux dire, la situation l'a fait réfléchir sur son avenir, etc. Alors je ne dis pas que c'est le Covid qui détermine le fait qu'il arrête son activité, mais on parle là d'un vrai talent dans le culinaire, mais ça amène une autre perspective de vie. Et donc voilà, on en arrive à ça. Je pense que plein de personnes dans nos métiers, effectivement, se désengagent d'un métier devenu fragile pour se réorienter différemment dans la vie. Et donc nous, par contre, qui sommes engagés avec des crédits et qui n'avons pas le choix de devoir rester malgré tout dans nos affaires, on se retrouve un peu seul et un peu isolé avec nos personnels qui disparaissent au fil des confinements. Et comme Jérôme disait si bien, on a perdu un pourcentage au premier, un second pourcentage au troisième, et le métier a changé. Il ne s'agit plus de décapsuler un Coca-Cola. Je veux dire, les métiers ont évolué, la compétence de nos personnels ont évolué. Moi-même, qui suis un ancien dans la nuit, je vois à quel point les anciens se sont même, personnalisés dans d'autres métiers et aujourd'hui c'est des gens très compétents dans d'autres métiers. C'est amusant de voir ça aussi. Mais donc voilà, nous on se retrouve seuls dans nos barques, endettés jusqu'au cou, prêts à mourir, noyés, aidés par personne, avec des dettes qu'on va devoir supporter seuls pendant des années et que personne ne va les payer à notre place. Je dis, ça suffit. Lorenzo, oui, vous connaissez ça, j'imagine. On sait qu'en Belgique, on a de très bons talents pour le monde de la nuit. Ça a fait notre réputation, du stage manager au serveur de cocktails. Effectivement, la tentation est là de s'en aller ailleurs. La tentation, pour ceux qui sont très très qualifiés ou qui sont des génies dans leur domaine, elle est clairement de partir. Vous constatez ça? Oui, on constate ça. Il y a du savoir-faire chez nous. Enfin, moi, je peux mettre des prénoms et des noms de famille sur certaines personnes qui sont déjà parties. Donc, c'est de dire, écoute Lorenzo, c'est simple. Il y a un secret pour personne. On va vers des jours meilleurs. Le problème, on le soulève ici avec le baromètre, c'est qu'on ne sait pas quand, alors que d'autres le savent. Donc je pense qu'il ne faut aucun doute pour nous de se dire qu'à un moment, on va vers des jours meilleurs. Mais où sera-t-on en octobre et novembre prochain? Qu'est-ce qu'on va nous agiter pour nous dire « Ah, en fait, il y a un nouveau variant, il y a un nouveau ceci, on ne s'est pas adapté, on a pris des vacances et puis tout d'un coup, on va rentrer dans l'automne. » Les jeunes, ils disent « Non, moi, c'est pas un troisième automne comme ça. Moi, je pars. Je vais aller vivre ailleurs. Je vais mettre mon talent au service d'autres gens. Il ne faut pas aller très loin. L'Angleterre, elle a fermé. Si nous, on a ouvert 8 semaines, eux, ils ont fermé 8 semaines. Donc, il y a l'Eurostar, 2h20, vous êtes en Angleterre, vous pouvez travailler. Ils ont quasiment jamais fermé. Il y a l'Espagne qui n'a pas souvent fermé. Il y a l'Asie.
Je pense qu'aujourd'hui, très très clairement, et on le voit d'ailleurs dans d'autres entreprises, hein, aujourd'hui on a un problème, on a une pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils réfléchissent en se disant mon confort de vie, ma durabilité, c'est un terme très à la mode, mais les gens pensent comme ça aujourd'hui. Ils se disent ah non, mais moi en fait c'est plus clairement à 2500 € net que je veux par mois. Je peux me satisfaire de 2000, mais je veux une qualité de vie, je veux cette vie-là, et je pars sur un autre continent, je pars dans un autre pays. C'est pas que dans la nuit qu'on a cette problématique-là. Et donc notre grande crainte, c'est de dire, et elle est déjà là, c'est quand on va rouvrir. C'est lequel d'entre nous qui n'aura plus son light jockey ou qui n'aura plus la personne, son responsable de nuit, tout simplement. Jérôme a plusieurs établissements. Si son manager s'en va parce qu'il trouve que c'est beaucoup plus intéressant sur un autre continent, il faut en trouver un autre. Et s'il n'y en a pas, il fait comment? Si vous avez plusieurs établissements, il ne va pas se couper en trois pour être dans les 3 établissements en même temps. Donc, là, pour les événements, c'est vraiment problématique. Moi, j'en ai 2 à Tulum. Là. Ils sont partis travailler à Tulum, au Mexique. Okay. Ils ont l'âge en plus, hein, donc c'est-à-dire que pour eux tout est possible. Hein, ils ont l'âge de tout est possible. Donc ils sont partis, parce qu'ils n'ont plus de confort ici, il n'y a plus rien. Et puis il ne faut pas oublier encore un petit instant, que malgré tout, les personnels qui sont impactés dans le cadre de la crise sont à 70% de leurs revenus. Mais comment font-ils pour payer l'inflation générale, en particulier dans l'alimentaire, les loyers? Mais c'est impossible. Mais en sont-ils conscients, eux qui sont grassement payés par les deniers que nous avons payés pour qu'ils soient au pouvoir? En sont-ils conscients? Se rendent-ils compte des conséquences dramatiques que ça a sur la population de nos ouvriers, nos employés et sur nous-mêmes? Et je pense que là, il y a un problème véritable, qui est la déconnexion absolue, et on l'a vu en Angleterre, parce que là, vraiment, ça déconnecte complet. Hein, donc là, on constate même, avec le recul nécessaire, que finalement, les gens qui organisent des parties à Downing Street ou ailleurs, où est la dangerosité du virus? Hein, donc, c'est-à-dire que les exemples sont dramatiques en plus. Des personnalités politiques, on parle là quand même d'un pays européen, même s'il a sorti de l'Europe, enfin, je veux dire, on parle quand même d'un pays emblématique. Vous faites référence à l'écart entre la dignité de la fonction et la dignité du comportement. On peut faire une référence aussi à un gros écart entre les besoins. Vous dites qu'il y a des besoins, de vous venir en aide, et puis l'argent qu'il y a dans les caisses. Vous pouvez comprendre qu'au-delà de l'attitude des politiques que vous n'aimez pas, il y a peut-être plus d'argent. Ça, c'est un argument que vous entendez pour aider? Mais écoutez, l'argent, je ne vais pas dire qu'il a été magique dans le cadre de ces crises, mais quand même, on en a trouvé. Et on en a trouvé particulièrement pour acheter des vaccins à foison, et même pour acheter des solutions qui avaient été, entre guillemets, annulées l'avant-veille. Donc, on ne peut pas dire qu'on a manqué d'argent. Simplement, il est normal et louable que des gens qui ont perdu 1 à 2 années de chiffre d'affaires, on parle donc là de beaucoup d'argent, hein, c'est plusieurs millions pour certains, même au-delà. Donc, je veux dire, il est quand même normal que ces gens-là, il y ait une vraie perspective de relance, oui. Il y a un vrai travail qui soit opéré. Où est la task force pour le déterminer? Là, il y a un point important sur lequel je voudrais revenir, c'est que beaucoup, on a discuté avec Karl, on avait discuté avec Lorenzo, j'ai répété plusieurs fois, ça embête beaucoup le politique, mais je vais le faire une fois de plus. En octobre 2020, donc on démarrait le 2e confinement, nous avons demandé quand pourrions-nous se trouver autour d'une table pour discuter d'un plan de relance, c'est-à-dire baromètre jaune-rouge, soutien financier régional, soutien financier fédéral. En mars, nous n'avons pas eu de retour. En mars, nous avons réitéré notre demande, à dire s'il vous plaît, écoutez-nous, quand on va se retrouver autour de la table, code rouge, soutien financier fédéral. En juin, nous avons refait la même chose. Au mois de décembre, Lorenzo était autour de la table, nous avons refait la même chose, à dire messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous écouter, parce qu'autrement on va tomber. Et c'est vrai que force est de constater qu'à un certain moment, la variable d'ajustement, j'ai dit, on a beaucoup de résilience. On a des sociétés qui montent des cuisines au jour d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils doivent rentrer de l'argent. Mais la résilience a ses limites. Et je pense qu'à un certain moment, on est aussi, et je le répète souvent, on est aussi un secteur économique. On n'est pas qu'une variable d'ajustement, et ne pas vouloir s'en rendre compte, ça impacte 80 000. Un État reste une entreprise. Je pense que toute entreprise qui a besoin de se relancer, elle fait un financement, mais elle se relance, elle regagne de l'argent par la suite, elle paye son financement.
Aujourd'hui, c'est pas la Belgique qui prête de l'argent, c'est les banques qui prêtent de l'argent à la Belgique. Donc en fait, le principe est assez simple, c'est qu'ils peuvent demander de l'argent, relancer le pays et puis refonctionner. La France a fait un accompagnement parfait aux entreprises. Moi, j'ai des confrères en France, ils me disent, on a été accompagné à 100%, et ils nous disent aujourd'hui, la France, bravo. Moi, quand j'ai un restaurateur qui me dit en France, ou un patron de boîte de nuit, et qui me dit, écoutez, on a été accompagné. Alors, ça n'a pas été facile, mais on a été accompagné, et on a été bien accompagné, et on a une relance qui est forte. Et nous, on va se relancer en négatif. Le négatif, il va être mauvais sur quoi? Quand on va réouvrir, on va déjà être endetté. Quand on va devoir faire des investissements directs pour être à l'égal de nos confrères voisins, eh ben, ça ne sera pas possible parce que la banque ne nous prêtera pas l'argent, parce qu'on nous dira non, vous êtes déjà endetté. Donc en fait, c'est le chien qui mange sa queue. Aujourd'hui, si la Belgique veut être forte par la suite dans laquelle elle a été forte, et c'était sur la scène et tout, je pense qu'il va falloir qu'ils nous aident. S'ils ne nous aident pas, eh ben, il ne faudra pas s'étonner que dans 5 ans, on dise oui, vous n'êtes plus le pays dynamique, vous étiez... Ben non, ça c'est sûr. On est d'abord en train de rattraper toutes les casseroles qu'on a aux fesses. Prenons un exemple concret. On a tous des situations différentes, mais prenons un exemple concret, je vais prendre le mien parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc, moi je suis à l'arrêt de facto depuis le 27 novembre. J'ai un bar de nuit qui n'est pas de manière obligatoire fermé, mais qui est dans l'impossibilité de travailler parce que mes clients arrivent. D'abord, mon endroit n'est pas configuré comme étant un restaurant ou une autre entité, donc je suis dépendant des investissements que j'ai opérés au préalable, et donc je me vois contraint de ne pas pouvoir ouvrir, avec des clients qui arrivent à 22h et une fermeture à 23h. Comment est-ce que moi je mets en place tout le personnel pour vendre 15 cocktails en 1 heure? Ça n'a donc aucun sens. C'est impossible d'imaginer, d'anticiper l'arrivée des gens, que les habitudes se changent, comme on l'a vu certaines fois. En été, on a eu plus de chance avec les terrasses. Un peu, ouais. Pour ceux qui avaient la chance d'avoir une terrasse. Parce qu'on n'a pas parlé de tous ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir une terrasse et qui se sont trouvés gros gens comme devant. Hein. Et ceux-là, où sont les aides pour eux? On n'en parle pas. Hein. C'est plus simple de mettre sa tête dans le sable comme les autruches peuvent faire. Mais donc, prenons mon cas présent. Donc, j'ai été fermé, je ne peux pas réouvrir, je n'ai pas d'obligation de fermeture, donc je n'ai pas d'indemnité. En l'occurrence, les discothèques, par exemple, ont une indemnité qui va peut-être arriver un jour ou une nuit, allons savoir. Mais donc, je n'ai pas d'indemnité. Je ne peux pas ouvrir. J'ai droit à un droit passerelle de relance, même pas un double, parce que comme je ne suis pas fermé, je n'ai pas droit au double, j'ai droit au simple. Introduit, évidemment en novembre, on ne peut pas l'introduire, il faut déjà attendre le mois de janvier pour l'introduire. Entre-temps, les fêtes sont là, qu'est-ce que je fais avec mon fils? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon fils? Je vous le dis. J'ai dit, écoute, on va attendre que papa ait un droit passerelle pour aller t'acheter un cadeau pour Noël. On l'aura plus tard. Et je dis, c'est pas grave, ça sera les soldes, on en profitera. Sauf que les soldes, c'est fini aujourd'hui et que j'ai toujours pas touché mon droit passerelle. Là, c'est la réalité de ce qu'on vit. Où sont les politiques pour s'en rendre compte? Il n'y en a pas. Et indépendamment de ça, je n'ai aucune aide, aucune perspective. Clémentine Barzin, la députée régionale bruxelloise, a fait une interpellation auprès de Barbara Tracht en disant quid des bars de nuit qui sont dans un cas particulier, et il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a rien qui est prévu. Mais comment est-ce possible que les politiques ne le voient pas et ne prévoient rien? On va passer à la pub. Je vous donnerai la parole après, mais je comprends qu'il y a le problème présent et puis le manque de perspective qui fait que faire revenir, par exemple, Frédéric Beigbeder en DJ set chez vous, c'est difficile de lui donner une date certaine. Et ça, c'est un problème pour voir plus tard. Je crois que ça vous concerne évidemment tous. On tourne une brève page de pub. On se retrouve tout de suite après pour la 3e et dernière partie de ce Pour Info. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce Pour Info. Merci d'être avec nous. On s'intéresse au secteur de la nuit et de l'événementiel. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans ce fameux baromètre, c'est qu'il implique un contrôle de la saturation de l'air en CO2. Ça me semble assez maladroit tout ça. Je ne sais pas quelle lecture vous faites. De ce que j'ai vu, on a copié un paragraphe du Code du bien-être au travail. On l'a appliqué à des événements qui n'ont rien à voir. Et surtout, ça me semble assez intenable, ce qu'on demande au secteur de l'événementiel et de la nuit, on verra vos points de vue, en termes de ventilation notamment. Est-ce que ce n'est pas une façon de vous bloquer, ça ? Je ne sais pas si c'est une façon de nous bloquer, c'est révolutionnaire en tout cas, parce que personne d'autre n'y a pensé. Enfin, quand je dis personne d'autre n'y a pensé, c'est pas vrai. Les autres pays y ont pensé, mais les autres pays se sont dit, et effectivement c'est la réalité, ça ne sera pas
on ne saura jamais mettre ça en application. On ne pourra pas imposer ça à un secteur parce que ça demande quand même pas mal d'investissement. Savoir aussi que sur l'événementiel, il y a le port du masque, il y a le fameux Covid Safety Kit qu'on nous a vendu et qu'on a pris. Il faut quand même savoir qu'on a dit OK, et c'est pas toujours facile de le vendre, mais on l'a pris. Et l'autotest et les autotests. Et maintenant, on nous rajoute la qualité de l'air, et dans un baromètre où, quand vous regardez le baromètre événementiel, soit vous êtes passif assis, passif debout. Ça vous aide pas à y voir clair, le côté dynamique, non dynamique? Ça n'aide personne. C'est déjà rigolo de le voir clignoter en conférence de presse. Voyez un congrès. C'est quoi? La séance plénière, c'est assis passif, sauf quand on pose les questions. À ce moment-là, c'est assis actif. Quand il va prendre sa pause café, c'est debout inactif. Mais s'il a un échange en networking, on passe en actif. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors je veux bien, on aime bien être en Belgique un peu surréaliste comme ça, mais personne d'autre ne l'a fait. Non pas qu'ils n'y aient pas pensé, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de se dire, même si c'est louable, ça ne sera pas applicable. Chez nous, non. Chez nous, on s'est dit... Et d'ailleurs, hier, M. Van den Broek est allé au théâtre Bourla à Anvers, et il s'est senti très en sécurité, parce que la qualité de l'air, il l'a respiré, à mon avis, il s'est dit, c'est très très bien. Voilà, juste cette petite parenthèse pour dire, est-ce qu'il fallait ça en plus de tout ce qu'on a depuis 22 mois pour se relancer? Je répète que le baromètre avait pour but de nous permettre de nous relancer. Et je m'étonne que les associations professionnelles, et je terminerai par là, se félicitent d'un baromètre qui, justement, ne permet pas de relancer et qui cadre encore plus. Mais pour l'instant, je suis assis actif, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est une des absurdités qu'on a aussi à vivre. Ce contrôle quasi impossible à faire de la qualité de l'air, il concerne aussi le code orange, c'est pour ça que c'est un problème pour vous. Juste rapidement, ça veut dire que si on s'y soumet pas, on est à une occupation moindre des espaces, et donc on risque d'être moins rentable. Alors, rapidement, d'abord, c'est un arrêté royal de mai 2019, donc bien avant Covid. Qui concerne le bien-être au travail. Qui concerne le bien-être au travail, et qui dit, voilà, on ne pouvait pas vous exposer à un risque d'air pollué pendant 37 heures semaine. 37 heures semaine. Le travailleur, je ne vois pas en quoi on peut simplement dupliquer ça. C'est pas comparable à un salon. Nous ne sommes pas ouverts 37 heures semaine. Surtout, il n'y a aucune entreprise, aucun secteur qui n'a dans son protocole de fonctionnement le fait de dire que si vous n'y arrivez pas, vous avez une pénalité économique. Nous, oui. On a compris que c'est pas tout à fait adapté. Lorenzo, c'est votre avis aussi, j'imagine. Complètement. Ce qui est terrible, c'est d'être dans des visios avec des gens qui vous disent des choses. Quand vous leur posez des questions, ils ne sont pas capables de répondre aux questions. Et puis, en fait, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et donc, je pense qu'il y a des restaurants où on est à 900 ppm. On ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que sinon, on va tout ça, c'est la limite, justement. C'est la limite. Mais il y a des restaurants où vous êtes 6 dans un resto, ils sont à 900 ppm. Je l'ai vécu moi-même. Et on nous dit qu'une norme est maximale de 1500 ppm. Et puis qu'à partir de là, il faut prendre un plan d'action, etc. Blablabla. Alors qu'on sait tous que dans les lieux fermés comme les nôtres, qui sont bien ventilés, puisque notre ennemi numéro 1, c'est la chaleur. Et donc, sinon, dans un club ou dans une salle de concert, on aurait 45 degrés après une heure. Il faut savoir qu'une personne qui danse, c'est 300, l'équivalent d'une ampoule de 300 watts. Donc, la plupart des lieux sont excessivement bien ventilés, mais ils n'arrivent pas à attraper la norme qu'on nous impose. La plupart sont entre 2500 et 5000. Donc, il faut quand même dire ici les choses. Et donc, on prend un passif, assis, pour mettre ça dans un lieu où les gens vont être les uns sur les autres. Ça ne marche pas, on n'est pas non plus ouvert 37 heures d'affilée. Donc il y a un moment où j'ai l'impression dans ce pays... Mais c'est quoi la raison d'avoir fait ce copier-coller alors ? Je ne comprends pas la raison, et on a posé la question plusieurs fois. Trop forte prudence. Et attention, il faut savoir que nous ne disons pas, nous sommes contre améliorer la ventilation. Nous disons, on est OK d'aller plus loin, sauf qu'on n'a plus d'argent. Nous, les poches sont vides, donc il va falloir des aides pour y aller. Il va aussi falloir monitorer pour voir le statut de chacun, parce qu'un petit club entre deux maisons, il ne va pas installer une plus grosse ventilation parce qu'il n'aura pas le permis d'environnement et ça va réveiller tous les voisins. Et un club qui est en pleine campagne, lui, il peut augmenter sa ventilation. Donc ça crée de l'inégalité. Chacun est individuel, a une situation différente. Il faut monitorer, il faut donner un temps pour y arriver. Et donc, on pourrait très très bien dire qu'on peut y arriver en 5 à 10 ans, mais pas dire dans le code orange, maintenant on va mettre ça. C'est pas recevable et c'est sans doute inapplicable. Et donc, c'est là, c'est écrit noir sur blanc. On a dit plusieurs fois, pourquoi faire un baromètre avec la ventilation dedans ? Ça n'a pas de sens en fait. Mais c'est quand même là. Donc j'ai parfois l'impression qu'en Belgique, et je l'ai dit d'ailleurs, on est en URSS. Je suis désolé, on nous entend, mais on ne nous écoute pas. Et donc,
À un moment, on voit le truc revenir sur la feuille, on est là, ah ouais, bah, ils l'ont quand même mis. C'est comme l'histoire des hospitalisations, on nous le prend par défaut. On a Omicron qui explose, les contaminations forcément explosent, on a plus d'hospitalisations. Pourquoi nous rajouter ça dans un baromètre en fait? On nous a toujours parlé uniquement de soins intensifs. La question c'est ne pas boucher les soins intensifs. C'est ça la réalité. Et là, les critères, c'est le nombre d'hospitalisations. Et là, c'est trop bas selon vous. Rapidement, 2 secondes, que chacun puisse parler. Précision. Le paramètre qu'on nous a mis en place, une des 2 conditions, c'est le nombre d'admissions par jour. Oui. Qui n'est pas balancé avec le nombre de personnes qui sortent de l'hôpital par jour. Donc, essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui est empêché de travailler depuis 22 mois que ça n'a aucune importance. Mais pourquoi? Et là, je rejoins Lorenzo, pas de réponse. En plus, sont comptés dans les hospitalisations ceux qui rentrent pour une opération normale et pour protéger le personnel médical, forcément, on leur fait un test Covid. Et s'ils sont positifs, on les ajoute dans la statistique des hospitalisations. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, effectivement, les sorties ne sont pas comptées non plus. Donc, c'est totalement irrecevable. Et donc, on nous dit, oui, mais vous verrez, fin février, vous serez ouvert. Mais j'espère. Mais là, c'est pas tangible, c'est pas. Qui vous le dit ça? Qui vous le dit? Dans tous les couloirs. On vous le susurre alors. Voilà, mais c'est pas ça qu'on a besoin. C'est pas de ça qu'un entrepreneur a besoin. Un entrepreneur, il a besoin d'une certitude pour pouvoir travailler, investir et avancer. Malheureusement, Jérôme, Karl, vous avez qu'1 minute. Oui, non, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que nous, personnellement, dans nos lieux de nuit, à peu près 15 ou 20% de l'investissement est la ventilation. Parce qu'on doit être là, on vient d'ouvrir un club qui s'appelle le Mirano, il a moins de 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans, pardon. Et la ventilation a représenté 20% de l'investissement. Et aujourd'hui, cette ventilation n'est pas aux normes. Et donc, on doit changer la ventilation. Elle est neuve. Et je suis le dernier club à avoir ouvert en région Bruxelles-Capitale. Donc, en fait, on se dit, mais comment on va faire? Parce que 20% de l'investissement d'une discothèque, voilà, on n'a pas ça sur le compte en banque. Oui, rapidement, Karl, c'est ça qui m'étonne. Ça semble discriminatoire. Enfin, on va faire simple. Notre secteur a agi. Le gouvernement n'a pas agi. Nous avons fait des investissements en ventilation. Nous avons mis les appareils pour désinfecter l'air et les surfaces. Nous l'avons fait. C'est toujours pas fait dans les écoles, c'est toujours pas fait dans les hôpitaux, c'est toujours pas fait dans le secteur public en règle générale. Nous sommes responsables. Ils sont irresponsables. Nous avons fait le travail, ils ne font pas le travail. Voilà. Moi, j'ai juste ça à dire. Je veux dire, notre secteur a prouvé qu'il était capable de. Nous avons fait le truc. Et pour revenir sur ce que Lorenzo disait, très rapidement, je veux dire, quand il dit à un moment donné qu'on ne voit pas les gens et qu'on ne fait pas l'analyse secteur par secteur et même dans sous-secteur, non. Le gouvernement prend des mesures généralistes qui ne tiennent pas compte de la particularité de nos métiers ou de la particularité des entreprises. Et ça non plus, c'est pas normal qu'on ne prenne pas le temps, je veux dire, de s'occuper au cas par cas des entreprises qui sont impactées. On est 20% d'entreprises impactées globalement, et ce n'est pas normal qu'on jette comme ça des solutions miracles qui devraient faire leur effet, et tant pis s'il y en a 2-3 qui passent à la trappe. On sent le désarroi du secteur. Christophe, vous parliez de surréalisme tout à l'heure. On pourrait imaginer un tableau avec les nuages de Magritte, avec un point d'interrogation, et ceci est un baromètre Corona, serait le titre. Merci à vous infiniment d'avoir bien voulu participer à cette émission et donner votre point de vue qu'il nous semblait important d'entendre. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et bien sûr, l'information continue sur LN24. À demain.